Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Peng Wanru. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui aujourd'hui porte sur Peng Wanru. Peng Wanru a vécu entre juillet 1949 et novembre 1996. Elle fut enseignante, puis politicienne et féministe taïwanaise. Elle a eu de son vivant, mais également après sa mort, un impact majeur sur la société taïwanaise. Mais reprenons d'abord dans l'ordre. Originaire de Hsinchu, Peng Wanru a perdu son père à l'âge de 2 ans et a été élevée par sa mère, son frère aîné et sa belle-sœur. Elle a fréquenté l'école primaire de Zhulian, dans la ville de Hsinchu, puis le second collège de filles de Hsinchu et le lycée de filles de la province de Hsinchu. Suite à ses études secondaires, elle a réussi les concours pour s'inscrire au département de littérature chinoise de l'Université nationale normale de Taïwan en 1967, avec l'objectif de gagner sa vie le plus rapidement possible et l'intention de dévouer sa vie à l'éducation. En 1971, après avoir obtenu sa licence, elle s'est rendue dans le collège Siyu de Taichung pour un stage d'enseignement d'1 an, où elle a rencontré Hong Wansheng, qui allait devenir son mari plus tard et qui était également à ce moment-là stagiaire dans cette école. Au collège Siyu, elle a cherché à emmener ses élèves directement sur le terrain pour avoir un enseignement plus dynamique, et l'école l'a empêchée de faire cette activité. En 1972, elle enseigne au lycée professionnel de commerce et de technologie Zhiguang à Taipei. Ensuite, en 1974, elle épouse Hong Wansheng et s'installe au lycée de filles Wesley, un lycée privé catholique situé à Taipei où elle restera plus longtemps. En 1977, donc 3 ans plus tard, elle donne naissance à un fils, Hong Zhantian. Lorsque son fils a eu 7 ans, en 1985, Peng Wanru s'est rendue aux États-Unis avec son mari, Hong Wansheng, qui voulait y poursuivre un doctorat. Pendant son séjour aux États-Unis, elle a travaillé comme rédactrice pour le journal en langue chinoise Zhongbao. Et elle a par ailleurs traduit le livre « Histoire des mouvements de femmes aux États-Unis ». Et c'est un livre qui l'a profondément inspirée. De retour à Taïwan en 1988, donc après 3 ans aux États-Unis, elle est devenue secrétaire générale de la première association très importante de promotion des droits des femmes à Taïwan, qui est la Awakening Foundation. Et par ses articles et ses activités, elle a tenté de sensibiliser le public aux préjugés qui étaient présents dans les matériels pédagogiques utilisés dans les écoles primaires et les collèges, qui, selon elle, nuisent à l'apprentissage des filles. Peng Wanru s'est ensuite engagée dans de nombreuses associations soutenant les droits des femmes. Donc en 1989, elle a rejoint le conseil d'administration de la Taipei Women's Rescue Foundation pour aider des prostituées mineures. Puis elle est devenue également membre du conseil d'administration de la Housewives Alliance pour aider à améliorer l'environnement éducatif des enfants. Pendant une courte période, elle a également été présidente de l'association Warm Life, jetant les bases d'un système de conseil et de soutien pour les femmes divorcées. Au cours de tout ce parcours et cet engagement auprès de différents groupes de femmes en situation délicate, souvent de difficultés, elle s'est rendue compte que ses études n'étaient pas suffisantes et donc elle a décidé de retourner aux États-Unis, à l'université de New York à Albany entre septembre 1993 et août 1994, pour y suivre un master en études féminines, ce qu'on appellerait maintenant études de genre. Âgée alors de 43 ans, elle a obtenu les 30 crédits du cursus complet en 1 an et obtenu son diplôme directement. À ce retour donc à Taïwan en 1994, elle a réalisé que pour que des changements aient lieu, il y avait aussi besoin surtout d'une volonté politique. Et donc elle s'est lancée dans la bataille pour faire évoluer les lois et les partis politiques. Peng Wanru rejoint donc le DPP, le Parti démocrate progressiste, avec l'objectif d'encourager davantage de femmes à entrer en politique, afin qu'elles puissent décider de leur propre destin. Peng Wanru est donc devenue la première directrice du bureau des femmes nouvellement créé au sein du DPP. Elle lance une campagne pour garantir que lors des élections, au moins un quart des candidatures soient des femmes, tout en travaillant aussi à la sécurité et à l'éducation des femmes et des filles. Le 1er décembre 1996, le DPP allait tenir un congrès à Kaohsiung pour voter l'adoption de la loi garantissant un quart des candidatures du parti à des femmes, une loi portée principalement par Peng Wanru, au point qu'elle était surnommée le quart de Peng. À l'époque, le quota garanti pour les femmes en politique à Taïwan n'était que d'un 10e du nombre total de sièges.
Même si un quart du total des candidatures reste loin de la proportion des femmes dans la société, c'était tout de même une avancée importante. Cependant, le jour du vote, Pang Wan-ju ne s'est pas présentée. Les membres du parti l'ont donc déclarée disparue puisque la dernière fois qu'elle avait été aperçue était la veille après avoir quitté l'hôtel Jianmei à Kaohsiung en taxi à la fin d'une réunion du DPP préparant justement le congrès du parti. Finalement, son corps a été retrouvé 3 jours plus tard, le 3 décembre 1996, à peu de distance de l'hôtel, dans le district Nyaosong à Kaohsiung, près d'un hangar abandonné. Elle était nue et son corps présentait plus de 30 blessures par couteau, au visage, au cou et au buste notamment, et le rapport de police a aussi indiqué qu'elle avait été violée. Les blessures sur ses mains ont montré qu'elle s'était débattue avec son agresseur. Une équipe d'enquête a été formée le jour même, avec des personnes du bureau des affaires criminelles et de la police de Kaohsiung, qui ont constaté que l'endroit où le corps de Pang Wan-ju avait été retrouvé devait être la deuxième scène du crime. Parmi les éléments importants retrouvés par cette équipe d'enquête se trouvent des empreintes digitales incomplètes, mais aussi, à travers l'examen des caméras de surveillance autour de la scène du crime, on a également trouvé l'image du taxi dans lequel Pang Wan-ju est monté, mais cette image, qui était juste reflétée sur la vitrine d'un magasin, n'a permis que d'identifier le type de taxi et la première lettre de la plaque d'immatriculation qui était un Y. À partir de là, plusieurs suspects ont été interrogés, certains ont même avoué avoir commis le crime, mais les empreintes et les autres éléments de l'enquête ne correspondaient pas et cette piste a donc été écartée. Le 11 novembre 2015, près de 19 ans plus tard, un chauffeur de taxi du nom de Yang s'est avéré être le suspect le plus probable. Mais en fin de compte, sa culpabilité n'a pas pu être confirmée ni infirmée. Et l'année suivante, le 30 novembre 2016, l'affaire Pang Wan-ju atteignait la fin du délai de prescription de 20 ans. En 2018, la loi a été amendée pour supprimer le délai de prescription dans les affaires de meurtre, rouvrant la possibilité que le cas Pang Wan-ju soit un jour résolu et l'auteur du meurtre tenu responsable. Le meurtre de Pang Wan-ju a fait beaucoup de bruit dans les journaux et dans la société taïwanaise en général. Malgré la brutalité de son assassinat, le statut de victime de Pang Wan-ju a aussi été remis en cause par des personnes qui ont commenté les couleurs vives de sa tenue la nuit du meurtre, le fait qu'il était tard et qu'elle était légèrement en état d'ébriété. Ces critiques ont participé à enfler les protestations qui demandaient pourquoi est-ce que la société tolère l'incapacité des hommes à se contrôler alors que les femmes doivent se tenir à carreau, éviter de se promener la nuit et se protéger des fantasmes des hommes. D'autres meurtres brutaux à peu près à la même période ont contribué à créer une grande vague dans la société avec des manifestations très suivies, comptant plus de 100 000 manifestants. Lin Xinyi, la présidente de l'Alliance contre la peine de mort, qui était invitée au micro de RTI dans les 2 épisodes précédents de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avait justement expliqué que pour elle, cette manifestation, après l'assassinat de Pang Wan-ju, était la seule manifestation à laquelle elle avait participé dans sa jeunesse. Et ce mouvement social a eu une retombée légale très claire et très rapide, à savoir la loi sur la prévention des crimes d'agression sexuelle, qui était gelée depuis plusieurs années, a finalement été adoptée par le Yuan législatif en 3e lecture, moins de 2 mois après le meurtre de Pang Wan-ju, le 22 janvier 1997. Cette loi stipule que le ministère de l'Intérieur doit créer un comité de prévention et de contrôle des agressions sexuelles, et tous les comtés et municipalités de Taïwan doivent mettre en place des centres d'aide d'urgence aux victimes comprenant une assistance juridique. Il est également stipulé que les écoles primaires et secondaires doivent donner au moins 4 heures de cours à chaque niveau de prévention d'agressions sexuelles chaque année. Cette loi prévoit aussi un certain nombre de protections pour les victimes. Les hôpitaux ne peuvent pas refuser de diagnostiquer une victime ou de délivrer un certificat de blessure sans raison. Les médias ne peuvent pas divulguer l'identité de la victime. La défense n'est pas autorisée à poser des questions sur la sexualité de la victime au cours d'un procès. Et la victime peut être accompagnée d'un parent ou d'un travailleur social professionnel pendant le procès. 3 ans plus tard, le code pénal a aussi été largement amendé. Il n'était alors plus nécessaire que la victime se soit battue jusqu'au bout de ses forces pour qu'un viol puisse être reconnu. Le statut de victime de viol est devenu également applicable aux hommes. Il n'était plus nécessaire que la victime porte plainte pour que des procureurs se saisissent d'une affaire de viol s'ils étaient au courant de l'existence d'un viol. Par ailleurs, en ce qui concerne le quota d'un quart des femmes en politique que Pang Wan-ju s'était efforcé de promouvoir de son vivant, il a non seulement été adopté par le DPP, mais également, plus tard, aussi par le KMT, le Kuomintang,
et par le nouveau parti, modifiant progressivement la perception des femmes politiques par la société taïwanaise dans son ensemble. Enfin, l'année suivant l'assassinat de Peng Wanzhou, son mari, Hong Wansheng, et ses amis ont créé la fondation Peng Wanzhou, dont Hong Wansheng était le premier président. Aujourd'hui encore, près de 30 ans après l'assassinat de Peng Wanzhou, la fondation poursuit ses efforts pour le bien-être des femmes et pour l'égalité des genres. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.